Une des questions fréquentes qui nous sont posées, c'est la place des biopsies par rapport à celle de la scintigraphie osseuse. Donc, en cardiologie, on a un véritable boom de la prescription en fait, de scintigraphie osseuse. Ce sont donc des marqueurs osseux qui vont fixer le myocarde en cas d'amylose à transthyrétine. Cette scintigraphie osseuse est très sensible et très spécifique. Donc, quand vous avez une scintigraphie osseuse qui est positive, vous savez qu'il y a une amylose. Alors, si la fixation est très importante, on parle de grade 2, 3, dans les temps tardifs de cette scintigraphie, on peut être quasiment sûr qu'il y a une amylose à transthyrétine. Et on n'a pas besoin de faire de biopsie, sauf s'il y a une gammapathie associée. En cas de gammapathie, on sera obligé d'avoir une preuve histologique et de faire une biopsie. Donc en pratique, quand on fait le bilan d'une amylose, on va devoir prescrire une électrophorèse, une immunofixation, un dosage des chaînes légères libres dans le sang, la recherche d'une protéinurie de Ben-Jones. Et à l'issue de ces examens, s'il n'y a pas de gammapathie, on peut se contenter donc d'une scintigraphie osseuse et si elle est positive, aller vers le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Une des questions qui nous est fréquemment posée par nos collègues cardiologues, c'est y a-t-il intérêt à faire un test génétique à la recherche d'une mutation de la transthyrétine chez un patient chez qui on suspecte une amylose à transthyrétine parce qu'il a une scintigraphie osseuse fortement positive sans gammapathie? La réponse est qu'il n'y a pas d'âge en fait pour faire un test génétique. Ce test génétique à la recherche de la mutation de la transthyrétine se fait par un séquençage de 4 exons gènes courants. Le coût est à peu près de 60 €. Le problème de cette maladie des amyloses à transthyrétine, notamment dans les formes cardiaques, c'est qu'elle se développe très tardivement et donc la moyenne d'âge de nos patients sont entre 72 et 75 ans. Ce qui fait que bien souvent, on peut avoir des patients d'un certain âge, la plus vieille personne qu'on ait diagnostiquée avait 93 ans, qui ont en fait une amylose héréditaire. Ils ont beau avoir cette mutation dès la naissance, le phénotype cardiaque et la maladie cardiaque va se révéler donc à un âge tardif et il va falloir faire ce test génétique parce que c'est la seule solution pour différencier les amyloses à transthyrétine héréditaires des amyloses à transthyrétine séniles. Donc il n'y a pas d'âge pour faire un test génétique dans le cas d'une amylose à transthyrétine. C'est un test qui est très simple, une prise de sang, un tube d'ETA de 5 ml. On peut les transporter à température constante vers des centres qui font ces analyses génétiques. Il faut juste bien sûr informer le patient qui est malade, bien sûr, avec un problème cardiaque, de la réalisation de ce test et lui faire signer donc un consentement pour montrer qu'il était bien sûr d'accord pour réaliser ce test. Les délais de retour de ces examens sont très rapides, ils vont de 1 à 3 mois au grand maximum, et donc on va pouvoir analyser les ensembles des mutations. Il y a plus de 120 mutations qui ont été décrites, la plupart des mutations sont pathogènes, il y a quelques variants non pathogènes qu'on retrouve fréquemment dans la population générale, qui est un polymorphisme qui s'appelle glycine 6-sérine, ou dans la nouvelle nomenclature, glycine 26-sérine. Et donc cela, attention, ce n'est pas pathogène, c'est juste un polymorphisme. Quand vous êtes au cabinet et que vous avez votre patient en face de vous, il arrive au cabinet avec une histoire d'insuffisance cardiaque, une histoire des antécédents de fibrillation, de flotteur. Vous lui faites l'électrocardiogramme, vous voyez des petits troubles de la conduction, BAV1, un bloc. Vous lui faites une échographie et vous trouvez une augmentation de l'épaisseur des parois myocardiques, donc une hypertrophie cardiaque qui a l'air d'allure concentrique, symétrique. La première chose qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ce patient n'a pas eu une amylose? Vous pouvez regarder dans les antécédents, il peut des fois être hypertendu, etc. Revenez sur ses symptômes, il est très essoufflé, vous avez une fraction d'éjection normale. Et la première chose à suspecter, et qu'il va falloir rechercher, c'est une amylose AL. Et donc au cabinet, c'est très simple. Si ce patient est essoufflé et qu'il a une hypertrophie myocardique, le premier diagnostic à éliminer, c'est l'amylose. Et l'urgence, c'est l'amylose AL. Pourquoi il faut l'éliminer? Parce que l'amylose AL est une urgence diagnostique. Si votre patient est déjà essoufflé et que vous le faites revenir dans 6 mois, il sera malheureusement, la maladie va évoluer et on va perdre beaucoup de temps dans sa prise en charge. Donc qu'est-ce qu'on fait au cabinet? On prescrit 4 tests, 3 dans le sang, 1 dans les urines. Ces 3 tests dans le sang sont une électrophorèse, une immunofixation qui est l'ancienne électrophorèse, et un dosage des chaînes légères libres. Dans les urines, la protéinurie de Ben-Jones. Ces 4 tests permettent d'identifier, à 99% des cas, la présence d'une gammapathie.
Pourquoi on prescrit l'électrophorèse? C'est pour voir les chaînes lourdes. Vous allez avoir donc le profil protéique en fait dans le sang. Mais vous pouvez passer à côté d'une chaîne légère, parce que l'électrophorèse ne vous permettra pas de la voir. Et 50% des patients qui ont une amylose AL ont une chaîne légère, et donc l'électrophorèse est plus souvent normale, voire vous avez même une hypogammaglobulinémie, parce que vous avez un système de rétrocontrôle qui va vous diminuer. Mais l'électrophorèse normale n'élimine pas en fait une amylose AL et une gammapathie. Il va donc falloir prescrire l'immunofixation, vous allez pouvoir rechercher les anticorps les uns après les autres. Et il va falloir également doser ces chaînes légères libres, kappa ou lambda, c'est ces chaînes légères libres qui donnent les amyloses principalement. Donc kappa, lambda, et vous allez pouvoir calculer un ratio. La protéinurie de Ben Jones, en fait, que vous connaissez, est en fait simplement la chaîne kappa ou la chaîne lambda qu'on va retrouver dans les urines. Donc vous faites ce test. En fonction en fait du profil du patient, si vous vous dirigez plus vers une amylose AL, un patient plus jeune, qui a quelque chose qui évolue très rapidement, qui n'a pas d'antécédent de canal carpien, de surdité ou de canal lombaire dans les années précédentes, quelque chose qui peut être avec des signes plus diffus, la neuropathie, la dysautonomie, la dysgeusie, la gueusie, la macroglossie, les ecchymoses préorbitaires. À ce moment-là, vous prescrivez en même temps que ce test sanguin l'IRM cardiaque pour aller faire le bilan de sa cardiomyopathie hypertrophique. Si vous avez un sujet plus âgé, avec des antécédents de canaux carpiens, qui a des troubles de l'audition, qui éventuellement est opéré d'un canal lombaire, ou qui a une maladie du pitrin, ça, ce sont des signes en fait qu'on peut voir dans l'amylose, qui sont liés à l'infiltration en fait du canal ou de la synovie par en fait des dépôts amyloïdes. À ce moment-là, vous pouvez, comme examen imagérique, prescrire plutôt une scintigraphie au traceur osseux. Il faut bien sûr prescrire le bilan en fait de l'amylose AL, l'électrophorèse, immunofixation, dosage échangé et protéines Ben Jones. Et donc revoir le patient rapidement avec ses examens pour voir s'il a une gammapathie ou pas, pour voir effectivement si l'IRM est anormal et retrouve un rehaussement tardif en faveur d'une amylose, ou pour voir si la scintigraphie osseuse est anormale. À l'issue de ces tests, il va falloir après adresser, si vous avez confirmé le diagnostic de l'amylose, à un centre de référence, de façon à ce que tous les autres examens puissent être faits, qu'on puisse typer l'amylose, qu'on puisse mettre en place un traitement et qu'on puisse aussi mettre tous les traitements symptomatiques pour maintenir la qualité de vie du